Parce que lorsque nous avons rédigé la Constitution, nous avions demandé à ce que, après avoir proclamé l'état d'urgence, qui a une validité de 30 jours, le président de la République doit demander au Parlement l'autorisation de proroger pour une durée de 15 jours renouvelable. Mais dans les cas de figure, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que le Congrès ne se tiendra pas. Parce que l'ordonnance du président, contrairement aux deux présidents des deux chambres qui avaient déclaré illégale, l'ordonnance a été déclarée conforme à la Constitution. Vu dans cet angle-là, nous n'avons qu'une seule voie, c'est l'ordonnance loi. Le seul mécanisme de proroger de 15 jours plus renouvelable, ou plus de fois renouvelable. Pourquoi la solution est à l'ordonnance loi du président de la République? Mais ce n'est pas une loi qui vient du Parlement. Nous sommes déjà en état d'urgence. La première difficulté, parce que nous avons 4 facteurs de complications qui militent en faveur de l'ordonnance loi. Il est vrai que cette ordonnance loi aura des émanations, des propositions. Premier facteur de complication qui milite en faveur de l'ordonnance loi, c'est la défaillance du Parlement à travers ces deux chambres. Conformément à la Constitution, lorsque l'état d'urgence est décrété ou est proclamé par le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, chaque chambre à sa manière, mais ce n'est pas un congrès, pour donner au pays le moyen pratique, c'est-à-dire les mesures que le président avait données à travers son ordonnance, les modalités pratiques doivent être votées à travers une loi. Parce que dans l'arsenal juridique du Congo, il n'y a aucune loi qui organise les mesures d'application d'un état d'urgence à travers les modalités pratiques. Les parlements, les deux chambres n'ont pas donné à la République une loi jusqu'à aujourd'hui. Deuxième facteur de complication, c'est le cas des forces majeures. Le Covid-19 fait en sorte que les deux chambres sont renvoyées en congé d'effet. Il y a une possibilité de se réunir pour éviter la contamination et la propagation. Donc l'absence de réunion du Parlement, c'est un mécanisme qui bloque la chaîne de transmission des contaminations des maladies. Troisième facteur de complication, c'est l'ordonnance du président de la République. Cette ordonnance également interdit tout rassemblement au-delà de 20 personnes. Parce que dans l'ordonnance du président, on n'a pas fait exception au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Non. Quatrième facteur de complication, c'est le règlement intérieur qui ne prévoit pas les votes électroniques ou les votes, un mécanisme de vote par distance. Parce que ça exige les quorums pour siéger et les quorums des décisions. Donc, à l'absence d'un mécanisme de vote à distance, il se pose une difficulté de décider, de voter une loi. Et dans le règlement intérieur également, impossibilité pendant la session ordinaire de déroger le pouvoir de la plénière qui est l'organe suprême, de déroger pour que soit les bureaux ou les bureaux avec le groupe parlementaire ou la conférence des présidents, non, les pouvoirs ne peuvent pas revenir ni au bureau de l'Assemblée ni à la conférence du président. Donc ces blocages-là, ces 4 éléments font que nous ne pouvons recourir qu'à l'ordonnance loi, c'est-à-dire que le président légifère. Alors, pour permettre au président de légiférer, il y a 2 voies de solution. Là, il y a des écoles. L'école radicale. Dans cette école radicale, les gens, il y a une opinion qui pense, et ça c'est moi mon opinion, que le président de la République est en état d'urgence. L'état d'urgence a les principes qui font de l'état d'urgence, c'est l'instauration de la légalité de la crise. Et là, le président a un pouvoir débordant, il peut même légiférer. Donc le président
la philosophie générale de l'état d'urgence donne au président le pouvoir de signer une ordonnance de loi face à ces contraintes-là, parce qu'on est en guerre, on combat un ennemi invisible qu'il nous devons vaincre. Donc il a le pouvoir de signer cette ordonnance de loi. Ça, c'est la ligne républicaine et radicale à laquelle moi j'appartiens. Je défends cette thèse-là. Parce qu'on ne peut pas réduire les pouvoirs du président pendant l'état d'urgence, surtout qu'à l'absence d'une loi. Une autre voie, c'est la voie moindre mal, parce que ce n'est pas interdit, mais c'est la voie modérée. Et cette voie consiste, bien entendu, à amender certains éléments qui sont bloqués dans les facteurs de complications. Il faut passer par la loi d'habilitation. Et là, c'est l'article 129 de la Constitution. Là, nous avions dit ceci, que le gouvernement, qui, dans les cas de l'exécution des programmes du gouvernement, a des mesures d'urgence à agir. Et pour faciliter la tâche, comme la procédure parlementaire est longue et ça prend du temps, on demande au président, le gouvernement demande au Parlement l'autorisation de l'habilité à légiférer par rapport à quelques mesures d'urgence dans les programmes de gouvernement. Ça, la particularité de cet article, c'est la loi d'habilitation, on ne demande qu'à temps normal, dans le fonctionnement régulier normal des institutions. Ici, nous sommes dans les cas où les institutions sont paralysées, fonctionnement anormal des institutions, où le pouvoir est concentré entre les mains d'un président de la République. Alors, ceux qui pensent comme ça, alors si cette opinion est majoritaire aujourd'hui, voilà comment ils doivent procéder à ce moment-là. Si l'opinion de la loi de l'habilitation qui va réussir, c'est que, il faudrait, comme préalable, le président doit amender son ordonnance, proclamant l'état d'urgence, pour amender l'article qui interdit 20 personnes de ne pas se réunir au-delà de 20 personnes. Et dans cet article-là, en amendant, il doit autoriser l'Assemblée nationale et le Sénat, chaque chambre à sa manière, de tenir en un jour une plénière pour voter cette loi. Cette loi doit venir du gouvernement, c'est pratiquement une loi d'une page, ça ne dépasse pas 2 pages, il y a 2 pages. Alors, les 2 chambres votent le même jour, et après la plénière là, de ce jour-là, on revient dans les 20 personnes. Et à ce moment-là, c'est qu'il va voir qu'on va permettre aux parlementaires de se réunir en respectant les règles de distanciation de 1 mètre, 1 mètre et demi. Ça, c'est le premier amendement. Le président doit retoucher son ordonnance, amender son ordonnance. Et à ce moment-là, la loi est votée. Si la loi est votée, à ce moment-là, le président est autorisé à proroger aussi longtemps qu'il va combattre 2, 3, 4, 5, 6 mois, aussi longtemps que la maladie qui est en train de s'aggraver. La conséquence négative de la loi d'habilitation, c'est que il faudrait que la loi là donne les limites du pouvoir du président. Or, maintenant là, les pouvoirs risquent d'être réduits, alors pendant l'état d'urgence, on ne limite pas les pouvoirs du président. On n'a pas voté d'une manière générale. Dans cette confrontation de suspicion, on va réduire les pouvoirs du président. Alors qu'on ne peut pas limiter le pouvoir du président en étant de guerre. Parce que le coronavirus, nous sommes en guerre, c'est un ennemi qu'on ne voit pas. Voilà quel est le mécanisme et la procédure qui peut permettre à ce qu'on proroge. Donc, par la loi d'habilitation, qui est une procédure uniquement non interdite, mais non prévue dans la Constitution, parce que ce n'est pas interdit, ils peuvent l'appliquer, mais c'est moins efficace. Et c'est une longue procédure avec des contraintes, parce que maintenant que toutes les audiences du pouvoir judiciaire sont renvoyées, le gouvernement qui n'a que 60 personnes ne se réunit pas. Et lorsque vous allez réunir plus de 600 personnes, voyez un peu le risque de contamination. Donc la procédure de la loi d'habilitation est beaucoup plus dangereuse.
Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.